Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, quand la jeunesse prend son bâton de pèlerin pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, on va en parler avec l'invité du Grand Oral, Jonas Parienté. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Allez, j'avoue, on n'a pas été la chercher bien loin, cette actualité. C'est cette campagne d'impact que lance notre invité pour que le film, à notre tour, voyage dans toute la France. Et on parlera évidemment dans les programmes de la façon dont sont abordés le racisme et l'antisémitisme tout au long du parcours scolaire des élèves. L'heure de la récré, toujours avec Emma, vous saurez tout sur ces problèmes cutanés qui empoisonnent la vie des ados. On va parler acné et puis notre rendez-vous hebdomadaire avec Maître Valérie Piot. Conseil de discipline, sujet incandescent et d'actualité aujourd'hui. Affelnet, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Salam, shalom, salut, c'est le nom du projet lancé en 2018 par une vingtaine de jeunes, juifs et arabes, sous l'égide de l'association SOS Racisme. Ils ont sillonné les routes de France à la rencontre d'autres jeunes pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. La réalisatrice Anna Assouline a filmé leurs échanges et cela donne un documentaire saisissant, déjà diffusé par France 3 et par Public Sénat et intitulé « À notre tour ». On reçoit aujourd'hui le producteur de ce documentaire, Jonas Parienté, qui vient de lancer une campagne d'impact pour que le film voyage encore et surtout qu'il suscite des rencontres. Présentation de ce film, bande-annonce. En novembre 2018, un groupe de jeunes Français, juifs et arabes, ont décidé de s'unir pour lutter ensemble contre le racisme et l'antisémitisme. Pourquoi des juifs et des arabes ? Parce qu'ils se sont souvent retrouvés au cœur des conflits qui ont agité notre pays. Parce que l'actualité les renvoie toujours dos à dos. Et parce que si eux, ils y arrivent, ils pensent qu'on pourra tous y arriver. À l'initiative de l'association SOS Racisme, ils ont décidé de partir sur les routes de France pour aller rencontrer d'autres jeunes. Partout, réouvrir le dialogue. Si je te dis juif et arabe, qu'est-ce que tu me dis en France? Qu'est-ce que ça t'évoque? Des jeunes qui viennent exprimer leur désir de vivre ensemble. Et affirmer que la France, c'est aussi eux, ensemble. Jonas Parienté, salam, shalom, salut. Salut. L'histoire commence en novembre 2018, quand deux militants d'SOS Racisme lancent donc ce projet. C'est une génération, c'est montré au tout début du film, les images sont assez saisissantes, qui est marquée par les attentats, par les crimes antisémites. Crimes antisémites, crimes racistes, c'est la montée de l'extrême droite aussi, une radicalisation de part et d'autre de la société. Et donc effectivement, ce groupe de jeunes qui décide de tordre le cou à cette lame de fond dans la société, en montrant que la fraternité existe entre juifs et arabes et en cherchant à s'adresser à d'autres jeunes. La réalisatrice Anna Assouline parle d'une génération, je la cite, méprisée et pourtant lumineuse. Ouais, faut espérer que ça soit vrai. En tout cas, nous on le constate au jour le jour sur le terrain. Ce qui sort quand même très vite dans le film, c'est comme sujet de cristallisation, c'est le conflit israélo-palestinien. Encore plus que les attentats ou que les crimes racistes et antisémites. Oui, c'est vrai que malheureusement, c'est un peu le catalyseur des crispations entre communautés. C'est toujours un peu compliqué de comprendre comment on en arrive là, en fait. Pourquoi une situation qui, quand même, se déroule à des milliers de kilomètres de chez nous, continue à agiter les sentiments d'injustice, la haine vis-à-vis de l'autre. Et on essaye effectivement, en tout cas à travers notre film et à travers la campagne d'impact qu'on porte, de venir déraciner ça. Déraciner également la concurrence mémorielle ou la concurrence victimaire qui est très forte, alors notamment chez les jeunes Africains et les jeunes Africaines. Oui, on le voit dans le film, surtout sur la deuxième partie du film, où effectivement il y a des groupes de rencontres qui se font entre jeunes juifs et entre jeunes d'origine d'Afrique subsaharienne. Et tout de suite, on va dire, il y a une petite dispute qui s'enclenche entre qui aurait eu le plus de châtiments, qui a le plus souffert. Et on voit qu'en fait, avec quelques éléments en fait, de connaissances, d'explications, on arrive vite à dépasser ça, qui est en fait un faux débat, pour arriver à une compréhension mutuelle et aussi à une alliance presque. Film qui est dur à voir par moments parce qu'il ne masque rien. C'est un film, elle documente le réel, Anna Assouline, et on entend des propos racistes, on entend des propos antisémites qui sont tenus par ces jeunes lors des rencontres avec la petite bande fort sympathique d'SOS Racisme qui va dans les centres sociaux, qui va dans les écoles et qui va les voir. Oui, j'espère que c'est une des forces du film. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un documentaire plutôt historique ou théorique sur le racisme ou l'antisémitisme. On est vraiment sur qu'est-ce qui se dit aujourd'hui
dans les quartiers sensibles, dans les quartiers ségrégés. Et c'est vrai que c'est des paroles dures, mais c'est aussi un point de départ de l'entendre, cette parole, de l'accepter et de faire quelque chose avec. Un des jeunes dit « On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas ». Je le cite. La principale pépite qu'on voit dans le film, c'est ça, c'est cette rencontre. C'est quand même compliqué quand on a quelqu'un en face de soi de tenir des propos qu'on tient de manière abstraite sur les Juifs, les Arabes. Oui, il y a cet aspect-là. Et puis en plus, le fait que le groupe soit constitué de Juifs et d'Arabes, justement, qui au fur et à mesure des mois, des rencontres, c'est eux qui sont eux-mêmes, on va dire, soudés les uns aux autres et connus les uns les autres. C'est la preuve superbe et ultime de ce potentiel fraternel entre les communautés. Potentiel fraternel dont on va continuer à parler avec Jonas Parienté, invité de notre grand oral. Mais pour l'heure, anti-sèche, on ne va pas complètement changer de sujet. Emma Guessel. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école. Actualité, on a choisi la campagne d'impact que lance Jonas. Emma, bonjour. Bonjour. L'antisémitisme et le racisme, qui sont deux notions que l'on aborde dès l'école primaire avec les élèves, sans qu'il y ait forcément un cours à proprement parler. Exactement. Les professeurs sont censés quand même les aborder tout au long du parcours scolaire des élèves, même s'il n'y a pas de cours exactement à proprement parler. Et donc, c'est abordé que ce soit en histoire, bien sûr, que ce soit en éducation morale et civique ou encore en cours de français. Avec évidemment l'histoire, vous venez de le citer, qui est quand même la première matière réceptacle de cet enseignement. Voilà, c'est le plus évident. C'est le cours sur la Seconde Guerre mondiale, avec le cours sur la Shoah, l'extermination des Juifs, les camps de concentration. On voit ça en troisième et en terminale. L'antisémitisme, on en parle même avant la Seconde Guerre mondiale, puisque les élèves étudient l'affaire Dreyfus dans le cours sur la Troisième République, et ça, c'est dès la quatrième. Antisémitisme et le racisme également, qui est abordé de manière très frontale. Bien sûr, en cours d'anglais, par exemple. En quatrième et en troisième, on entend parler de ségrégation aux États-Unis. On évoque bien sûr Martin Luther King. On étudie son très célèbre discours prononcé en 63, « I have a dream », je fais un rêve, sorte de point d'orgue du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Pareil pour Rosa Parks, autre figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale. Mais en réalité, dans les programmes, la tolérance et l'antiracisme sont des notions qu'on aborde en fait dès la maternelle. Est-ce que vous connaissez Petit jaune et Petit bleu ? Oui. C'est un merveilleux livre pour enfants de mémoire de... J'ai oublié le nom. Léo Lionni. Exactement, en 59. C'est hyper tendre. C'est ça, c'est petit rond jaune et petit rond bleu. Absolument. Ensemble, ils font petit rond vert. C'est un très joli message. Voilà, et puis il y a quand même, vous l'avez cité, ce programme spécifique en EMC, l'enseignement moral et civique. Et là, ça se passe au lycée. Exactement, 18 heures annuelles au lycée. C'est là, bien sûr, que ces notions de racisme et d'antisémitisme sont étudiées plus précisément. Ces cours sont censés faire réfléchir les élèves sur leur rôle de citoyen dans la société. On y parle évidemment de liberté, de laïcité, de respect de l'autre. Et en général, c'est l'occasion pour les élèves de pouvoir s'exprimer, de parler d'actualité aussi, où malheureusement, on compte beaucoup d'actes antisémites et racistes. Il y a ce qui se passe en classe à l'occasion des programmes, les cours, mais il n'y a pas que les contenus d'enseignement qui sont l'occasion d'aborder le racisme et l'antisémitisme. L'école soutient un tas d'autres actions. Absolument, des actions éducatives en dehors des cours, comme la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, ça c'est le 27 janvier. Il y a aussi la journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage le 10 mai. Et puis du 21 au 27 mars, c'est la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. C'est l'occasion pour les profs de mettre en place des ateliers, de regarder peut-être un film en cours qui aborde ces notions. C'est aussi la possibilité de faire intervenir une asso qui lutte contre le racisme. Jonas a une idée de film à montrer en cours. Absolument. Et voilà, et les assos, il y a des partenariats avec les assos. On citait SOS Racisme. L'ICRA, SOS Racisme et beaucoup d'autres. Et puis la lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui ne se fait pas seulement à l'école, elle se fait aussi dans ces activités-là, mais elle se fait dans des lieux de culture, des lieux de mémoire. Absolument. Dans de nombreux musées qui traitent de ces questions et qui proposent des visites guidées aux écoles, aux collèges et aux lycées. On peut bien sûr citer le mémorial de la Shoah à Paris qui propose une exposition permanente pour comprendre ce qu'est l'antisémitisme et ce qu'est la Shoah. Autre expo très intéressante à visiter en ce moment, c'est l'expo Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours. C'est au musée de l'immigration qui était tenu par Pape Ndiaye avant qu'il ne soit ministre de l'Éducation nationale. Voilà, donc très intéressant pour comprendre les relations entre ces deux groupes souvent présentés justement comme frères ennemis. C'est une très bonne intro au cours de MC dédié justement aux stéréotypes, aux notions de discrimination et de respect des autres. Emma, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. On retrouve pour le moment Jonas Parienté et la suite du Grand Oral.
À notre tour, c'est le titre du documentaire d'Anna Assouline qui montre ce projet lancé en 2018 par une vingtaine de jeunes juifs et arabes sous l'égide d'SOS Racisme. Jonas Parienté a produit ce film, il est notre invité. Dans les traits communs que l'on retrouve chez quasiment tous les jeunes que rencontre cette petite équipée de SOS Racisme, il y a la méconnaissance, mais il y a aussi la peur. Il y a le sentiment de ne pas faire partie complètement d'une communauté plus large, et donc on se resserre sur ses origines et ou sur sa religion parce que ça ne se croise pas forcément. Oui, c'est ça. Alors après, il semblerait que c'est une évolution négative en fait des dernières décennies. Les parents de ces mêmes jeunes qu'on voit dans le film ont l'air de dire que dans les années 70, 80, jusqu'au début des années 90, le vivre ensemble, finalement, le socle d'identité nationale était peut-être un peu plus fort, et on constate, on va dire, depuis peut-être une vingtaine d'années, qu'il y a justement cette presque américanisation de notre société où les communautés s'éloignent les unes des autres, se méconnaissent de plus en plus. Et c'est sûr que nous, on essaie de prendre le problème à rebours, évidemment. C'est un film sur les tensions racistes, antisémites. C'est un film sur le social aussi et sur l'urbanisme. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Absolument. Quand on a ces jeunes au début du film à Nantes qui disent « mais moi, des juifs, j'en ai jamais vu ». Ouais. Non, c'est ça qui est un petit peu... Après, la question, malgré tout, c'est probablement qu'il y a 30 ou 40 ans, il y a des gens qui n'avaient jamais rencontré de juifs ou jamais rencontré de musulmans. Mais qui n'en avaient pas conscience. Qui n'en avaient pas conscience, ou en tout cas qui en nourrissaient pas forcément pour autant un rejet de cette communauté, un rejet de ces individus. Donc, qu'est-ce qui fait que la méconnaissance devient rejet ? C'est un peu le problème. Mais comment dire, alors on va pas le résoudre seul, mais nous, on essaie d'apporter notre petite goutte. Vivre ensemble, ça ne suffit pas complètement non plus. On a l'exemple de Sarcelles qui est montré dans le film, où là, pour le coup, les communautés cohabitent, coexistent. Et pourtant, on voit qu'il y a des tensions absolument terribles, et notamment quand il y a eu des émeutes à Sarcelles, on a découvert que le voisin pouvait descendre dans la rue pour crier mort en l'espèce mort aux Juifs, alors que jusqu'à présent on avait l'impression que c'était un ami, quoi. Absolument, ouais. Mais pour autant, notre parti pris en tout cas, c'est d'aller justement dans ces territoires spécifiques où les communautés malgré tout cohabitent ou coexistent en fonction des situations, puisque c'est aussi, comment dire, là que le dialogue peut se recréer plus facilement. C'est sûr que si on est dans une zone périurbaine où il n'y a pas du tout de musulmans ou pas du tout de juifs ou pas du tout, disons, de la diaspora asiatique, bien évidemment, il faut aller chercher un petit peu ailleurs comment créer les passerelles. Là, en fait, c'est dans des endroits comme, par exemple, autour de Belleville, à Paris, ou encore dans d'autres pays et dans d'autres, territoires nationaux, il y a quand même les ferments pour recréer un dialogue, recréer cette fraternité. La fin du film, elle est assez optimiste, c'est-à-dire que vous nous tapez un peu sur la tête pendant 50 minutes, et à la fin... 30 secondes. Oui, pendant 30 secondes, ensuite, il y a ces petits textes qui disent « un tel et une telle a demandé à aller visiter le mémorial de la Shoah, un tel autre à poursuivre les rencontres », alors qu'on a l'impression qu'à la première rencontre, ça allait vraiment pas fonctionner du tout. Donc c'est aussi un film qui donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir. C'est clairement le talent d'Anna Assouline, la réalisatrice, qui avait déjà fait un film sur la fraternité, on va dire, judéo-musulmane. Elle avait fait un film sur un mouvement de femmes pour la paix en Israël et en Palestine. Donc ça, c'est son second film. Et elle arrive justement, je trouve, à montrer, comment dire, à faire un constat d'une situation qui est franchement tragique, tout en montrant que certaines personnes, en tout cas certains groupes, ont l'énergie d'aller vers l'avant. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et ça fonctionne, et la rencontre finit par se produire et par produire de beaux effets. Il y a un exemple, j'ai oublié où d'ailleurs, je ne sais plus si c'est à Toulouse ou à Bordeaux, d'élèves d'un lycée juif. Oui, non, c'est en région parisienne. C'est en région parisienne, pardon. Ouais, d'un groupe qui effectivement est parti en Afrique subsaharienne, deux classes d'un établissement public et d'un établissement privé juif en l'occurrence, plutôt pour faire une sorte de travail commun sur le colonialisme et l'esclavagisme. Mais effectivement, ça était dans le sens inverse aussi, une classe d'Aubervilliers qui est allée au mémorial de la Shoah. Donc non, on a quand même des petits signes d'espoir qui font nous-mêmes, on a, en tant que créateurs de films, l'énergie d'aller plus loin. Et un portrait en creux, même s'ils ne sont pas au cœur du film, de travailleurs sociaux, d'enseignants, d'adultes, en fait, d'encadrants, absolument extraordinaire. Oui, tout à fait. C'est vraiment une célébration de ces gens-là. Il n'y a pas longtemps, et peut-être qu'on en sera amené à en parler, on a fait donc une sorte de projection, d'événements de lancement de notre campagne d'impact, où on a invité beaucoup de ces animateurs et qui sont des gens essentiels. Il y a une quinzaine de jours au cinéma Le Luxor à Paris. Exactement, mais c'est des gens vraiment essentiels à notre démocratie, comment dire, c'est la santé de notre démocratie qui est en jeu, et c'est des gens qui font un travail remarquable, qui ne baissent pas les bras, et franchement on a besoin d'eux, et j'espère que le film leur rend hommage. Il leur rend merveilleusement hommage, et on va parler de cette campagne d'impact dans quelques instants. On prend une petite respiration, c'est l'heure de la récré, et Maguessel.
Alors je dis, on prend une petite respiration, il faut être zen quand même, hein, c'est jamais des respirations complètes. Emma, bonjour. Bonjour. Hein, puisque c'est une heure de récré qui est consacrée aujourd'hui à un problème récurrent chez les jeunes, l'acné. Eh oui, passage un peu inévitable à la puberté. On estime en France que 80% des 12-18 ans sont touchés par l'acné. Alors évidemment, son apparition dépend des ados. On n'est pas forcément touché de la même manière si on est une fille ou un garçon, ni même au même âge, ni aux mêmes endroits. C'était comment pour vous l'acné, Emmanuel, la puberté? Non mais vous êtes de très Non, ça je sais comme pas, ça. je vous demande. Tout allait très bien, teint de pêche, parfait, peau comme là. parfaite, c'était comme là, voilà. C'est Bon, je me parfait. promenais un peu comme ça. Ah d'accord, donc quand même un petit peu. Bon, moi par exemple, j'ai pas eu d'acné. Et pourquoi je vous demande ça? Parce qu'en fait, je sais pas... Juste pour me dire, moi j'en ai pas eu. Non, mais j'en ai pas eu, mais mes parents n'en avaient pas non plus. C'est-à-dire D'accord. que l'hérédité joue ici. Si vos deux parents avaient de l'acné, il y a de fortes chances que vous en ayez aussi, même si c'est pas le seul facteur déterminant, bien entendu. Alors il y a des zones spécifiques pour l'apparition de ces méchants boutons. Mais oui, en général, ce sont des boutons qui sont présents là où on produit le plus de sébum, donc le haut du dos, le décolleté, et la fameuse zone T du visage. La zone T. La zone T du visage. La zone T. Comme un T. D'accord. Ah, c'est ça Voilà. le secret. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui prennent la parole sur l'acné. C'est le cas de Carla Valette. Elle a 2 500 000 abonnés sur TikTok. Elle est étudiante en médecine et elle fait des vidéos pour expliquer des maladies, des phénomènes qui se passent dans notre corps. Elle donne des conseils aussi. Et regardez sa vidéo sur l'acné, justement. L'acné, comment ça marche? C'est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui touche les follicules pilosébacés. Et il va y avoir un excès de production de sébum qui va venir boucher les pores. Et en plus de ça, les cellules mortes, les kératinocytes, vont avoir du mal à s'évacuer et vont stagner avec le sébum. Il va y avoir la pullulation d'une bactérie qui va provoquer de l'inflammation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des boutons rouges, douloureux, très inflammatoires. Et il ne faut surtout pas toucher les boutons pour pas se surinfecter et surtout pour éviter les cicatrices. Alors ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux en général, de TikTok en particulier, c'est qui permet une libération de la parole, et notamment sur ces questions de soucis de peau. Mais oui, s'il y a bien un avantage aux réseaux sociaux, Il en c'est faut. celui-là, exactement. Si on a de l'acné et qu'on va sur TikTok, on peut trouver plein de vidéos d'ados qui partagent leur expérience, qui parlent de leur souffrance, parce que parfois, souvent même, c'est très très dur de voir son visage changer. Les boutons couvrent parfois tout le visage, ça peut provoquer du stress chez l'ado, ça peut aller même beaucoup plus loin. Certains ados parlent de dépression carrément, d'anxiété et d'isolement social. Il y a une youtubeuse, une influenceuse qui en a beaucoup parlé à une C'est époque. pas Enjoy Phoenix? Enjoy Phoenix, Ouais, il y a exactement. Elle est très suivie sur YouTube. Elle avait beaucoup de boutons et elle en parlait assez librement sur les réseaux. Et d'ailleurs, il y a un mois, elle a fait une vidéo pour parler du traitement qu'elle a utilisé. Vous savez, c'est le Roaccutane. C'est un traitement très 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 fort, très abrasif, qui est très efficace contre l'acné. Et qui n'est pas aussi très dangereux, Roaccutane. Ça m'évoque des choses Exactement. désagréables. Vigilance, Ouais. attention. Évidemment, si vous voulez l'utiliser, parlez-en bien à votre médecin parce que la prise de Roaccutane n'est pas sans risque. Déjà, il ne convient pas à tous les types d'acné, seulement à l'acné dite inflammatoire. Et puis surtout, il y a beaucoup d'effets secondaires et notamment des troubles de l'humeur qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Donc, vigilance. Ouais, vraiment. grosse vigilance sur le Roaccutane. Et donc, si on ne veut pas en prendre, il y a d'autres solutions. Bah oui, essayez surtout d'aller voir un dermato. Il va vous aider à trouver un traitement adapté à vos besoins. Et puis quelques tips si vous avez de l'acné ou si vous voulez aider votre ado. Attention déjà à l'hygiène et aux soins cosmétiques. Choisissez un gel nettoyant pour les peaux acnéiques et nettoyez-vous le visage le soir pour enlever toutes les saletés emmagasinées par la peau tout au long de la journée. Ensuite, bon, classique, on évite le soleil. Ennemi des peaux acnéiques. Et dernier pas petit franchement tips, grand ami de la peau en général, d'ailleurs. voilà, et encore moins quand on a de l'acné. Et puis dernier tips, on dirait pas comme ça, mais vous voyez notre téléphone portable qu'on met à notre oreille en permanence, et donc on est au contact des joues forcément, et c'est un nid à bactéries, donc on prend l'habitude de le désinfecter aussi. Ça change tout. D'accord, tout de suite. Tout de suite. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'était ça le truc. C'était ça. Emma, merci beaucoup. On retrouve Jonas Parienté, suite du Grand Oral de la Quotidienne. Une simple rencontre entre deux jeunes a beaucoup plus d'impact sur les préjugés que les plus grands discours ou les cours. Je pense que la rencontre concrète de l'autre, c'est vraiment la clé. Ainsi parle Lana Assouline, la réalisatrice du documentaire À notre tour, dont on reçoit aujourd'hui le producteur Jonas Parienté. Et s'aimer diffuser, c'est bien l'objectif aujourd'hui. Vous partez déjà à la rencontre des élèves, si vous voulez bien. On va regarder un petit exemple en vidéo. On a un peu des imaginaires les uns sur les autres. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui construit cet imaginaire. J'ai beaucoup aimé le documentaire C'est à notre tour. C'est un documentaire qui est très touchant. On a appris beaucoup de choses, pourquoi ces problèmes existent dans notre société aujourd'hui. Et on a tous vécu cette expérience du racisme, même moi j'en ai vécu. Je me suis mis à la place de chaque religion, que ça soit juif, chrétien, musulman.
avant ce reportage, j'avais une petite vision sur les Juifs. Le fait d'avoir vu ce documentaire m'a fait penser autrement. Ce point de vue jeune est très bien expliqué. Parce qu'ils ont notre âge, ils sont dans les mêmes situations que nous. C'est aussi à notre tour de mobiliser la population, qu'elle soit jeune ou âgée. Ça donne vraiment envie de vouloir changer les choses. Merci à tous les jeunes présents dans le reportage. Vous êtes l'espoir, vous êtes l'avenir et vous êtes l'exemple. Des rencontres comme celle-ci, Jonas, vous aimeriez qu'il y en ait des centaines, voire des milliers. C'est ça l'objectif d'une campagne d'impact? Oui, exactement. En fait, nous, le film il a été diffusé il y a 2 ans déjà, vraiment en plein premier confinement. Et l'idée, c'était d'enchaîner, on va dire, avec des rencontres sur le terrain. Sur le terrain le plus largement possible, bien sûr, impossible puisque pas de projection, pas d'élèves en classe, etc. Donc on a reporté, on va dire, cette démarche de 2 ans. Là où je suis assez fier, c'est qu'on a quand même tenu bon, on n'est pas passé à autre chose, avec Anna et nos équipes. Et du coup, c'est que maintenant, finalement, qu'on déploie ce dispositif. Alors on y va petit à petit. Là, on commence dans les jours à venir, justement, à Sarcelles. On parlait tout à l'heure de Sarcelles. Il y a un petit sentiment aussi de satisfaction de commencer vraiment notre travail là-bas. Il y a une projection avec 300 collégiens et lycéens qui va avoir lieu avec Anna. Et à l'issue de ça, il y a un concours de réalisation qui va être lancé pour que des jeunes fassent en 48 heures un petit film de fiction ou documentaire sur les sujets du racisme et de l'antisémitisme, avec une petite remise de prix en juillet. Et on essaie effectivement de trouver finalement tout un tas d'interlocuteurs dans des territoires très différents, de manière à pouvoir montrer le film, mais aussi constituer des dispositifs pédagogiques. En direction des jeunes, mais pas seulement. En règle générale, il y a aussi les populations des quartiers, les prisons. Absolument, milieu carcéral, en fait tous les endroits où on sait qu'il y a vraiment une sensibilité particulière à ces sensibilités, ou on va dire une vulnérabilité sur ces sujets. Donc soit des tensions, on va dire, au quotidien, soit des populations qui justement cherchent à se rapprocher les unes des autres, mais manquent parfois d'outils. On a conscience, on va dire, qu'on a un film qui est un peu différent, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, des films classiques sur le racisme ou l'antisémitisme, qui libère vraiment la parole, notamment chez les jeunes, notamment chez des gens qui sont porteurs de stéréotypes et qui n'osent pas nécessairement l'avouer. Oui, parce que là, on les voit, en fait. Absolument. Donc on leur dit, OK, là, ça se dit, ça existe, voilà. On l'a vu dans l'extrait. Jonas Parienté, vous aviez un autre projet avant, qui continue, je crois, le projet des grands-mères, Grandma's Project. Grandma's Project, C'est un peu la même idée aussi, on travaille sur la mémoire, sur la transmission, sur le... Assez différemment, et en même temps, je suis d'accord qu'il y a un cœur... Vous connaissez le Grandma's Project, Emma? On fait des recettes, c'est des grands-mères qui racontent leur vie, et qui racontent leur vie d'exil souvent. Voilà, mais en faisant de la molocheia ou je ne sais pas quoi. Exactement. En fait, c'est des réalisateurs qui font un film sur leur grand-mère. Donc c'est vraiment très personnel, on va dire, et très intime. Dans le monde entier, toujours autour d'une recette de cuisine. Donc on a fait une 12aine de films jusqu'à présent, et on en lance 7 nouveaux cet automne. C'était quoi l'idée? Au départ, vous l'avez fait vous avec votre grand-mère, le numéro 1, c'est ça. Et la molocheia, je la citais pas par hasard, c'est un ragoût égyptien, c'est ça? Exactement, que ma grand-mère paternelle fait encore. Et l'idée, oui, c'était justement de comprendre un petit peu... En fait, c'est une expérience personnelle. Je me suis rendu compte que en cherchant à connaître les recettes de mes grand-mères, j'apprenais beaucoup sur leur vie. C'était beaucoup plus simple en fait que de leur demander de me raconter des vies parfois tumultueuses. Et j'ai un peu eu l'envie de proposer à d'autres amis réalisateurs au début. Après, ça s'est fait en cercle concentrique, que eux-mêmes fassent la même démarche. Donc très rapidement, j'ai eu un film de Croatie. Et du coup, ça crée une sorte de patrimoine mondial. Assez chouette. Et pas seulement culinaire, c'est aussi la mémoire, c'est aussi l'exil. Et c'est pas très loin, me semble-t-il, du travail que vous accomplissez en soutenant à notre tour. Jonas, merci de nous avoir rendu visite pour cette quotidienne de School TV. Merci beaucoup également, Emma. On est aujourd'hui jour de conseil de discipline. Vous le savez, c'est un conseil de discipline plutôt sympathique avec maître Valérie Piot, notre chroniqueuse et avocate. Sujet d'actualité, sujet incandescent aujourd'hui. Affelnet, comment conteste-t-on une affectation au lycée? Valérie Piot. Bonjour, nous allons voir ensemble comment contester l'affectation de votre enfant au lycée par Affelnet et mettre toutes les chances de votre côté. En quoi consiste Affelnet? Affelnet est un algorithme par lequel les enfants de 3e au collège vont être affectés en fonction d'un barème et d'un nombre de points. Quel recours si l'élève n'a pas d'affectation en lycée? Il faut savoir que c'est un droit absolu pour chaque élève d'être affecté à partir du moment où il a son passage en seconde. L'éducation nationale doit impérativement l'affecter dans un lycée. Malheureusement, par exemple, notamment à Paris, il arrive que des élèves n'aient carrément pas d'affectation.
Dans ces cas-là, immédiatement, vous en avisez le principal du collège et vous en avisez également le DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale. Si cela ne bouge pas très vite, n'hésitez pas à faire un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du rectorat. Et si vous n'avez pas de réaction rapide, vous pouvez également saisir le juge administratif pour qu'il soit fait en référé injonction au rectorat d'affecter votre enfant. Quel recours si votre enfant n'a pas été affecté dans son lycée de secteur? Il faut savoir que chaque enfant a le droit d'être affecté dans son lycée de secteur. Il y a un certain nombre d'établissements dans votre secteur. Vous ne pouvez pas choisir dans quel établissement votre enfant sera affecté. Par contre, il doit impérativement être affecté dans un des lycées de secteur. Autre cas, en cas de rejet de votre demande de dérogation hors secteur. Vous pouvez contester l'affectation de votre enfant lorsqu'on vous refuse une dérogation. Les dérogations sont soumises à un principe d'appréciation qui doit respecter un principe d'égalité. Et vous pouvez faire valoir pour demander une dérogation hors secteur, par exemple une situation de handicap, le fait que votre enfant a un besoin médical particulier et a besoin d'être affecté dans tel établissement pour cette raison-là. Vous pouvez invoquer un déménagement, donc il peut y avoir des motifs de demande de dérogation. Vous pouvez également contester si vous estimez que votre enfant n'a pas été affecté en fonction du nombre de points dans l'établissement qu'il aurait pu obtenir. Comment faire pour contester? D'abord, il faut inscrire votre enfant dans le lycée dans lequel il a été affecté et vous demandez au chef d'établissement qu'il vous communique le formulaire de recours gracieux. Donc, inscription dans le lycée d'affectation et faire ce recours gracieux par l'intermédiaire du chef d'établissement du lycée d'affectation. Si ce recours gracieux n'est pas couronné de succès, vous pouvez saisir le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'affectation ou à compter du recours que vous avez fait, du recours gracieux. Voilà, vous savez comment désormais contester l'affectation de votre enfant par Affelnet au lycée. Le conseil de discipline de maître Valérie Piot. Merci Emma. Jonas, si on veut aider, donner un coup de main pour que cette campagne d'impact d'À notre tour fonctionne, on peut? Ouais, sur le site anotretour.fr. Vous pouvez nous proposer des projections, des interlocuteurs et on répondra sous 48 heures. Génial. Alors, on propose. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne au maquillage. Colline Hamel à la préparation de l'émission, Marine Plantec assistée par Charles Fontaine et puis en régie, Héloïse Merlin au son, Raphaël Morel à la réalisation. Vous restez évidemment sur School TV puis vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.